Mesdames, Messieurs, avant de commencer ce point sur la situation épidémique à Marseille, je voudrais m'associer à la douleur des familles, des personnes qui ont été victimes d'une attaque à Paris aujourd'hui, les 2 blessés notamment, leurs proches, dire aussi tout mon soutien aux forces de police qui sont intervenues à Paris et évidemment mon soutien aux soignants qui prennent actuellement soin de ces victimes. J'ai tenu à venir à Marseille aujourd'hui, au CHU de Marseille, évidemment, puisque c'est ma place comme ministre de la Santé et des Solidarités. D'une part, pour accompagner les soignants qui luttent sans relâche nuit et jour contre les dégâts considérables que fait ici le coronavirus depuis quelques semaines. D'autre part, parce que j'ai parfaitement conscience que certaines des mesures de gestion qui font partie du pilier 3 de notre stratégie nationale de lutte contre l'épidémie font débat, soulèvent des inquiétudes, des interrogations, voire parfois de la colère chez une partie de la population marseillaise. Je suis allé en service de réanimation il y a quelques minutes en compagnie des équipes. J'ai rencontré les médecins, les infirmières, les aides-soignants, le directeur. J'ai vu des malades dans des chambres de réanimation, comme j'en ai vu beaucoup depuis que le coronavirus frappe notre pays. Dans le service, dans l'unité de réanimation dans laquelle j'étais, sur 15 lits de réanimation dédiés aux malades du coronavirus, 14 sont occupés. Il y a eu plusieurs admissions, je crois 4 admissions depuis hier soir, depuis cette nuit, dans les hôpitaux de Marseille. 2 malades en réanimation au CHU ont été transférés alors qu'ils étaient hospitalisés à l'IHU de Marseille. Il y a également de nombreuses hospitalisations. Le taux d'occupation des lits en réanimation est devenu inquiétant. Vous le savez, il a dépassé ce qu'on appelle le seuil d'alerte maximale il y a quelques jours et ce nombre d'admissions en réanimation, hélas, continue d'augmenter. Ce que m'ont dit les médecins dans ce service, c'est que près d'1 malade sur 2 en réanimation est âgé de moins de 65 ans. J'ai vu sur son lit de réa une femme de 46 ans, un homme de 57 ans, avec parfois des antécédents, mais ça peut être de l'hypertension ou un diabète, ce qui nous rappelle à tous que le coronavirus peut frapper. Il peut frapper les personnes évidemment vulnérables, le plus souvent, mais il peut aussi frapper celles et ceux d'entre nous qui ne se sentent pas nécessairement en danger. En discutant avec les équipes de réanimation, ils m'ont dit également que plusieurs des malades actuellement dans ces lits se sont contaminés dans un contexte familial, dans un contexte festif, un patient vraisemblablement au cours d'un mariage. Je le disais en conférence de presse et nous le répétons sans relâche avec les médecins depuis des semaines, nous devons faire attention partout face à la menace virale. Nous devons respecter les gestes barrières, porter le masque partout où c'est indiqué. Et si nous faisons attention dans le métro, au travail, à l'école, il faut également faire attention lorsqu'on est avec des amis, lorsqu'on est avec sa famille. J'ai parlé de la nécessaire réduction de la bulle sociale, c'est-à-dire essayer de voir moins de monde au quotidien pour diminuer les risques. Je vais laisser dans quelques secondes le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste, que vous connaissez probablement, qui va présenter les simulations ainsi que la situation épidémique, de manière à clarifier en toute transparence la situation épidémique telle que nous la connaissons à date, avec des chiffres tangibles, inattaquables, qui nous viennent non seulement des agences en charge de la comptabilisation des cas et des diagnostics, mais également des hôpitaux où nous nous trouvons aujourd'hui. Je voudrais rappeler que mon seul objectif, comme ministre des Solidarités et de la Santé, c'est de protéger les Français. À Marseille, de protéger les Marseillais. Ailleurs, de protéger la population. C'est ce qui nous guide. Et lorsque je vous parle de 14 lits de réanimation sur 15 déjà occupés dans l'unité que j'ai visitée, ce que m'ont dit les médecins, c'est qu'ils commencent à différer des opérations qui étaient programmées sur des patients marseillais qui ne souffrent pas du Covid, mais de troubles cardiaques, de troubles neurologiques, de greffes hépatiques. Toutes ces activités programmées de chirurgie qui sont pourtant essentielles pour assurer ou restaurer la santé
des Français qui ont été différés pendant des mois pendant la première vague. Ils n'ont même pas encore terminé de rattraper tout le retard qui avait été accumulé. On ne peut pas se permettre de différer à nouveau des opérations dont certaines peuvent être vitales pour les malades qui sont concernés. Et lorsqu'un lit sur 2 en réa à Marseille est occupé par des malades Covid, c'est un lit sur 2 en réa à Marseille qui n'est pas disponible pour d'autres types de malades. La décision que nous avons prise mercredi matin en Conseil de défense et de sécurité nationale, c'est de ne pas prendre le risque que les Marseillais ne puissent pas suivre leur traitement contre le cancer, qu'ils ne puissent pas se faire opérer suite à un problème de santé. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Cela fait plus d'1 mois que je discute avec les élus du territoire, avec des discussions d'ailleurs de qualité, que je les alerte. C'est la 2e fois en 1 mois que je me rends à Marseille. Je m'étais rendu à Marseille le 27 août dernier, à la rencontre des équipes, à l'agence régionale de santé, et j'avais passé plus de 2 heures de discussion et d'échange avec l'ensemble des élus du territoire pour les alerter que, compte tenu de la situation épidémique qu'on observait sur le territoire, si nous ne prenions pas des mesures de gestion nécessaires pour freiner la diffusion du virus, il était possible qu'au bout de quelques semaines, nous soyons obligés de prendre des mesures plus fortes. Mon discours aujourd'hui est sensiblement le même. Si nous prenons le risque d'attendre pour voir si la situation devait s'améliorer d'elle-même, nous prendrions aussi le risque de devoir imposer dans quelques jours ou dans quelques semaines des mesures encore plus fortes que celles qui ont été prononcées. Ces mesures, elles sont temporaires, elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas arbitraires. Des études nous montrent qu'il y a plus de risques, hélas, de se contaminer lorsqu'on est dans un lieu clos et qu'on enlève son masque, tels que les restaurants, tels que les bars. Ce n'est pas le ministre de la Santé français qui le dit, ce sont les études internationales reconnues comme telles, et donc ce sont des situations à risque que nous devons réduire. Chacun de nous détient une part de notre protection collective. On peut concerter, mais on ne peut pas se permettre de tergiverser. Voilà le message que j'ai venu porter à Marseille. Je voudrais maintenant passer la parole aux experts pour qu'ils puissent éclairer la situation, donc au professeur Fontanet, qui va se présenter, ainsi qu'aux différents professeurs qui m'entourent, issus des hôpitaux de Marseille. Professeur. Merci. Je sais pas si... Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je m'appelle Arnaud Fontanet, je suis médecin épidémiologiste, spécialisé en épidémiologie des maladies infectieuses. Je travaille à l'Institut Pasteur, également au Conservatoire national des arts et métiers. Et je suis également membre du conseil scientifique Covid-19 auprès du ministère des Solidarités et de la Santé. Peut-être des collègues souhaiteraient se présenter. Alors, si les micros ne marchent pas, c'est dommage. Si, ça a l'air de... Je suis anesthésiste réanimateur à la Timone. Pascal Auquier, épidémiologiste à la PHM. Véronique Bach, je suis interniste à la PHM et je dirige une unité Covid qui ne reçoit que des patients Covid et qui prête renfort, j'ai envie de dire, à l'EHU. Merci beaucoup. Donc, je vais partager avec vous des informations que beaucoup d'entre vous connaissent déjà et échanger sur l'évolution de cette épidémie, notamment dans la région PACA. Alors tout d'abord, je voulais vous montrer ce graphique que vous pouvez voir ici au-dessus de moi, qui vous montre les taux de positivité des tests par classe d'âge et par semaine sur une période qui va probablement de mi-mai à fin août. Et ce diagramme est intéressant parce que vous observez, si vous allez à la semaine 32, que la première tranche d'âge où le taux de positivité dépasse les 5%, qui est un taux qu'on considère comme important, c'est la tranche d'âge des 20-29 ans. Et sur l'espace d'1 mois, la semaine 32 c'est le 1er août, sur l'espace d'1 mois jusqu'à la S36, vous voyez que non seulement la positivité des tests dans la tranche d'âge des 20-29 ans va croissante jusqu'à 11%, mais également qu'on voit que sur les autres tranches d'âge, qu'elles soient plus jeunes ou plus âgées, le taux de positivité des tests augmente pour atteindre des tranches d'âge les plus âgées. Tout en haut, c'est plus de 90 ans, où vous voyez en semaine 36 des taux de positivité à 6,8%. Et ce diagramme est important parce qu'il nous rappelle que si l'épidémie a circulé chez des sujets jeunes pendant le mois d'août, et c'est quelque chose qu'on a observé sur toute la France, ça n'a rien de spécifique
de la région PACA, eh bien, à partir des sujets jeunes, l'épidémie a diffusé vers les tranches d'âge plus âgées et plus jeunes pour atteindre les tranches dites vulnérables, à risque, les plus de 65 ans, et que malheureusement, ces derniers qui se sont très vraisemblablement protégés n'ont pas pu, dans toutes les circonstances, se protéger au point de ne pas être infectés. Et comme le disait M. le ministre précédemment, on peut penser que c'est notamment dans les réunions familiales où on enlève le masque, où on ne respecte plus les distances physiques, que ces contaminations des plus jeunes aux plus âgés se sont faites. Mais le problème, évidemment, c'est qu'à partir de là, vous avez un risque pour les personnes plus âgées de développer les complications de la Covid-19 et d'arriver en hospitalisation, en réanimation. Alors, je voulais vous montrer maintenant d'autres données qui sont celles qui nous permettent, à partir des taux d'incidence de la maladie Covid-19, d'estimer ce fameux nombre de reproductions R, le nombre de cas secondaires par personne infectée, qui, comme vous le savez, nous guide dans cette épidémie. Alors, ce nombre de reproductions R était de 3 en mars dernier, au moment de la première vague et en absence de mesures de contrôle. Cela signifiait que chaque personne infectée infectait 3 autres personnes. Grâce aux mesures de contrôle, on a réussi à beaucoup le faire baisser. En fin de confinement, d'ailleurs, il était à 0,6. Et puis, petit à petit, il est remonté, très graduellement. Et ceci, c'est toutes les régions françaises qui sont concernées, pour atteindre des taux qui, aujourd'hui, oscillent, selon les régions françaises, entre, je dirais, 1,1 et 1,7. C'est très variable, mais il y a une dynamique d'épidémie qui s'est installée. Et nous utilisons ces chiffres d'incidence qui nous viennent soit de la base qu'on appelle CIDEP, où sont recensés tous les cas positifs diagnostiqués chaque jour sur le territoire français, donc les nouveaux cas de Covid connus sur le territoire français, soit on peut le calculer aussi à partir des bases de données d'hospitalisation, voire de réanimation, puisqu'on voit des progressions dans le nombre d'admissions par jour, que ce soit en hospitalisation classique ou en hospitalisation réanimatoire. Et c'est ainsi qu'on peut calculer l'évolution de ce nombre de reproductions pour voir quelle est la dynamique de l'épidémie. Vous l'avez compris, si chaque personne infecte moins d'une personne, l'épidémie régresse. Si chaque personne en infecte plus d'une, l'épidémie continue. Le rythme que nous avons aujourd'hui, autour de 1,3 par exemple, n'est certainement pas celui qu'on avait au mois de mars, où le nombre de reproductions était de 3, mais il reste quand même inquiétant, et c'est ce que je vais vous montrer sur les diapositives qui vont suivre. Pour vous donner une autre façon d'interpréter le nombre de reproductions, on s'intéresse à ce qu'on appelle le temps de doublement du nombre de cas. C'est combien de jours faut-il pour que le nombre de cas double. Avec un R à 3, comme on l'avait en mars, en 3 jours et demi, le nombre de cas doublait sur le territoire français. Et pour vous donner une estimation, on pense qu'il pouvait y avoir autour du 12 mars 125 000 cas sur le territoire français. Le 16 mars, c'était 250 000, 250 000 nouvelles infections par jour. Maintenant, on est dans une situation très différente. On a entre 10 et 15 000 nouveaux cas par jour. Je crois que c'était 13 000 hier. Probablement plus parce qu'il y a les personnes qui sont asymptomatiques, il y a les personnes qui ne vont pas se faire diagnostiquer. Donc, on est très loin des plus de 100 000 qu'on avait à la mi-mars. Néanmoins, on a un temps de doublement qui fait que cette situation peut devenir préoccupante à relativement court terme. On n'est plus à 3 jours et demi pour doubler le nombre de cas quand le R est à 1,3. On est plutôt autour de 18 jours. Mais vous comprenez comme moi que ça veut dire qu'en 2 à 3 semaines, le nombre de cas double. Si aujourd'hui on avait 25 000 cas sur le territoire français, dans 2 à 3 semaines, c'est 50 000. Et là, vous voyez tout de suite qu'on change d'échelle. Et c'est des progressions exponentielles. 15 jours plus tard, ça deviendrait 100 000. Et là, vraiment, on serait dans une situation que j'appellerais critique. Donc, il est vraiment temps d'agir. Il faut vraiment, là-dessus, essayer de faire tout ce qu'on peut pour faire redescendre ce fameux nombre R. Et là-dessus, il y a effectivement un certain nombre d'actions qu'on peut mener. Il y a notamment, et c'était bien souligné précédemment par M. le ministre, tout ce qui se passe quand, finalement, on se retrouve dans les situations où on enlève le masque et où on ne respecte plus les distances physiques. Après tout, je pense que beaucoup de gens ont adopté ces habitudes de se laver les mains très régulièrement, de respecter les distances physiques, de mettre un masque. Mais dès qu'on arrive dans la sphère familiale, dès qu'on est avec les amis, eh bien, parce qu'on en a besoin aussi, on le retire. Et c'est là qu'effectivement surviennent les gestes à risque et les risques de contamination. Et on a eu quelques exemples, malheureusement, dans le service de réanimation qu'on vient de visiter. Pour vous donner un exemple, quand nous étions, pour faire baisser le nombre de reproductions qui était à 3 en mars à 0,6 pendant le confinement, on a diminué de 80% les contacts infectieux. Pour maintenant qu'on a un nombre de reproductions qui est remonté autour de 1,3,
Ça veut dire que par rapport à ce 3, on a diminué de 50% de contacts infectieux. C'est déjà beaucoup, hein. On a réussi à diminuer de 50% les contacts potentiellement infectieux. On ne va pas retourner à une situation comme pendant le confinement, parce qu'on sait que c'est beaucoup trop lourd pour la société, pour l'économie, pour notre vie à tous, où on avait baissé de 80%. Mais si on voulait passer de 1,3 à 1, c'est-à-dire le seuil où l'épidémie s'arrête, ou du moins diminue, eh bien, il faudrait qu'on diminue de 65% nos contacts infectieux. Donc je voulais juste vous donner une impression un peu quantitative de l'effort à faire. Aujourd'hui, on a diminué de 50%. Si on arrive à diminuer de 65%, alors on aura réussi à faire basculer le R en dessous de 1. Et c'est vraiment l'effort à faire, passer de 50 à 65%. Et ça, c'est nous tous qui pouvons le faire dans notre vie tous les jours. Et une fois de plus, rappelons-nous les circonstances où finalement on se met à risque, qui, je pense, mais c'est une impression hein, que peut-être vous ne partagez pas, sont les moments où on se retrouve avec d'autres personnes pour, en enlevant le masque, en ne respectant pas les contacts physiques. Et je vous laisse tous faire un peu votre introspection et vous dire où est-ce que je pourrais gagner dans ces circonstances-là. Peut-être en diminuant le nombre d'amis qu'on voit, peut-être en diminuant la taille des réunions familiales, par exemple. Je vais revenir maintenant, après cette introduction, sur l'estimation du R et les projections que ça nous donne, parce que c'est vraiment important pour la suite. Donc je suis sûr que mes collègues marseillais, vous connaissez ces chiffres beaucoup mieux que moi, et ce sont ceux de la région PACA, que vous avez observé qu'on a ici 3 sources d'informations, qui sont les hospitalisations civiques en haut à gauche, les passages aux urgences pour suspicion de Covid au milieu, et à droite, les positifs SIDEP, c'est la base de données des tests positifs revenus des laboratoires dans la journée. Et vous avez les incidences pour la région PACA de ces 3-là. Vous observez comme moi que pour les hospitalisations, on est en hausse forte, et là, vous voyez que c'est la période du 1er septembre, et après qui est la période de hausse forte. Même chose pour les passages au secours. Sur les positifs de SIDEP, les cas récemment diagnostiqués, on observe effectivement que la courbe descend. Ce pourrait être un bon signe, un signe que ça y est, sur les nouveaux cas diagnostiqués, hein, qui arrivent en amont des passages aux hospitalisations ou en urgence, un effort a été fait et on commence à sentir que finalement le nombre de cas diagnostiqués en PACA diminue de façon sensible. Je resterai extrêmement prudent néanmoins sur ce dernier chiffre parce qu'il est très dépendant de l'accès aux tests, de la disponibilité des tests. Et en tout cas, dans d'autres régions de France, et je ne me prononcerai pas, et peut-être vous nous donnerez votre avis pour la région PACA, mais dans d'autres régions de France, souvent, une diminution telle qu'elle a été observée ici traduisait aussi la saturation des systèmes de dépistage. Vous le savez, dans beaucoup d'endroits, il est devenu difficile d'obtenir un rendez-vous pour un test et long d'avoir les résultats de ce test une fois que vous l'avez obtenu. Et beaucoup de personnes ont arrêté de se faire tester parce que voilà, ils n'en sentaient presque plus l'utilité. Dans un contexte de saturation comme celui-là, on a observé une baisse du nombre de nouveaux cas, tandis que les autres chiffres sur les hospitalisations ou les passages aux urgences, qui eux sont inévitables, continuaient d'augmenter. Donc je resterai extrêmement prudent, c'est peut-être un signe encourageant, et tant mieux, et il faut continuer dans cette direction, mais je ne m'appuierai pas seulement sur ce chiffre pour dire que la situation est vraiment en train de s'améliorer. Il se pourrait que, comme dans d'autres régions, il s'agisse d'une saturation du système de dépistage, mais j'aimerais demander l'avis peut-être de mes collègues marseillais, si vous avez quelle analyse vous faites de cette évolution des chiffres. Pas trop. On va faire un truc pas Covid. On fait un truc pas Covid, mais on est tous plein de gel hydroalcoolique sur les mains. Le commentaire plus. Il faut parler bien dedans. Le commentaire plus spécifique en fait sur l'évolution en fait de l'incidence des tests PCR positifs. Faut vraiment parler dans le micro. D'une part, la première chose qu'on peut en dire, effectivement, une des interprétations et une des réserves que l'on peut avoir est celle que vous exprimez, qu'il faut réellement intégrer dans le raisonnement. Et la deuxième chose qui me semble important aussi à intégrer dans le raisonnement, c'est que ces données sont des données qui sont des résultats en fait sur une semaine et qui nécessiteraient quand même de voir si elles se stabilisent sur 2 semaines consécutives, car rétrospectivement, des modifications d'incidence sur les tests PCR, on en a vu rétrospectivement avec des chutes sur une semaine, puis des réaugmentations brutales qui d'ailleurs souvent traduisent d'un retard à la prise en charge. Donc il faut les prendre avec prudence. Après, j'entends, ça peut être un signe encourageant qui ne changera pas sur le fond, qui change la perspective qu'on peut avoir de l'épidémie et qui est un signe rassurant, mais qui ne change pas la perspective et le point de vue de l'établissement de soins
parce que ce qui doit arriver à l'établissement de soins va arriver. Elle est la résultante, effectivement, d'une cinétique d'augmentation au cours des 4 dernières semaines, et un petit peu plus que ça, qui fait que mathématiquement, demain matin, il y aura nécessairement plus de patients à l'hôpital. Ça, c'est une certitude. Et dans les 2 semaines qui viennent pour l'hôpital, c'est une certitude. Merci. Vous voulez ? Lionel ? Alors nous, on est décalé en réanimation, hein. Donc pour l'instant, l'amélioration, on ne la voit pas du tout, hein. Souvent, il y a un décalage de 10 jours à 15 jours entre le début des signes et l'arrivée en réanimation. Et nous, ce flux est continu, et chaque semaine, depuis le 29 août, il est de plus 30 patients dans le 13 par semaine. 30 patients le 29 août, 60 7 jours après, puis on est passé à 90 patients et on a atteint presque 120 patients. Donc on a eu beaucoup de patients qui sont sortis de réanimation, qui nous ont donné un peu d'oxygène. Et là, on est toujours, en tout cas nous, sur Timone. Voilà, et on a un lit de disponible ce soir. On sait les hôpitaux qui seront en soutien pour la nuit, qui ont des places disponibles. Mais sur les 289 lits de réanimation du 13, il y a moins de 7% dédiés au Covid qui sont libres. Donc c'est vraiment pas beaucoup, et moins de 5% des lits qui sont libres pour accueillir des non-Covid. Et comme le disait Monsieur le ministre de la Santé, aujourd'hui nous avons fait 2 greffes hépatiques. Donc la vie continue, et il faut qu'elle continue. Mais malheureusement, quand les Covid prennent des places, et ben on a moins de place pour les non-Covid. Et créer des lits de réanimation, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de personnel. Alors si on prend pour les lits d'hospitalisation conventionnelle, j'espère que je parle assez fort là, clairement on voit bien qu'en effet on a l'impression que le taux d'incidence diminue ces derniers jours. Après, pour vous donner des chiffres qui sont à peu près clairs, le 18 août il y avait 25 patients Covid hospitalisés à la PHM, je parle que de la PHM, et 5 patients en PA. Un mois plus tard, plus d'un mois plus tard, parce que le 25 septembre, on est à 180 patients, il y a 40 patients en réanimation. Clairement, ok, peut-être que l'incidence diminue, en attendant les chiffres augmentent, ils augmentent doucement, heureusement qu'ils n'augmentent pas comme à la première vague, mais ils augmentent doucement. Donc en effet, pour l'instant, il faut rester prudent. Je crois que le message qui ne passe pas assez, je reviens sur ce qu'a dit M. Véran, ce qu'a dit encore, et je l'ai dit, je pense que la problématique que les gens qui ne sont pas dans les hôpitaux ont du mal à comprendre, c'est que ce qu'on a vécu à la première vague et les objectifs qu'on avait à la première vague ne sont pas les mêmes que ceux de la deuxième vague. La deuxième vague, l'objectif, c'est bien sûr, de prendre en charge ces patients Covid. Il faut savoir que ces patients, il y a quand même des bonnes nouvelles, hein. Ces patients n'ont pas les mêmes durées de séjour en réanimation. On est passé de plus de 21 jours de DMS, tu me corriges, je note si j'ai des bêtises, à des DMS qui tournent autour de 7 jours. Donc on a des gros progrès à ce niveau-là. Ça, c'est les bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, non, c'est la mauvaise nouvelle. Il faut continuer à prendre les patients en charge non Covid. Et oui, il y a des difficultés pour les lits de la Covid, il y a des grosses difficultés pour les patients qui sont non Covid. Ça, les gens ne s'en rendent pas compte. L'activité des urgences, les patients qui arrivent aux urgences non Covid, ce sont les mêmes qu'en activité normale hors épidémie. Ces patients-là, il faut les prendre en charge. C'est des choses qui sont extrêmement compliquées à prendre à l'hôpital. Quand vous montez des lits de réa Covid, vous perdez du personnel de bloc, et du personnel de bloc, en particulier non médicaux, qui vont aider en réanimation. Ça veut dire que vous fermez des salles de bloc opératoire, que vous fermez des programmes opératoires. On ne peut pas en effet se permettre de redécaler à nouveau des patients qui ont déjà été décalés au mois de mars. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est presque ça nos vraies difficultés actuelles, c'est de faire vivre en même temps le Covid et le non-Covid, et que la mauvaise nouvelle, en tout cas pour nous soignants, enfin moi c'est l'impression que j'ai, puisque j'ai dû rouvrir des lits Covid. Il y a des services à la conception du professeur Kaplanski, le service du professeur Chanel à l'hôpital Nord, qui ont dû également ouvrir des lits de médecine Covid. C'est qu'on ne sait pas combien cette histoire va durer. On va peut-être devoir vivre des semaines, voire des mois avec ces deux populations Covid et non Covid. On va probablement peut-être un peu se fatiguer, mais clairement, il faut tout faire pour maintenir des activités habituelles non Covid dans nos hôpitaux. Merci beaucoup, et vraiment voilà, bon, je pense qu'on a une analyse tout à fait partagée de la situation, et c'est important parce qu'on a tous effectivement nos doutes, nos questionnements par rapport à des données qui sont, comme vous le disiez très bien, demandent une semaine pour se stabiliser avant qu'on ait vraiment eu l'impression d'avoir des choses qui tiennent la route. Vous avez en dessous les estimations du R, selon qu'on prenne comme source les nouveaux cas diagnostiqués, je vous rappelle que c'est le CIDEP, les passages aux urgences pour suspicion de Covid, c'est au secours ou les hospitalisations civiques.
Et effectivement, les chiffres sont un petit peu meilleurs pour les nouveaux cas diagnostiqués SIDEP. C'est là où on redescend vers 1 alors que les autres restent plutôt autour de 1,2. Mais comme on le disait précédemment, on prend avec vraiment énormément de précautions les estimations basées sur les chiffres de SIDEP parce qu'il faut un peu de temps pour stabiliser et on sait que c'est très sensible à des questions de dépistage alors que les chiffres d'hospitalisation sont beaucoup plus robustes. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que nous, on a construit des projections pour voir un petit peu où on allait. Donc je vous mets ici une diapositive qui vous présente, ça c'est les données observées, hein, les points noirs, sur les admissions journalières à l'hôpital à gauche et en hospitalisation réanimatoire à droite, depuis le 1er juin et jusqu'à peu près le 22 septembre. Et vous voyez donc la dynamique que prend cette courbe, aussi bien pour les hospitalisations que pour la réanimation. Et vous avez en bleu une courbe qui finalement synthétise ces données et qui donc leur colle au mieux, afin qu'à partir de là, on puisse calculer le temps de doublement du nombre de cas, et en sachant que l'intervalle de génération est de 7 jours, on peut calculer le R. Donc c'est à partir de ces données, vous voyez, qui sont vraiment les données observées cette fois-ci, hein, c'est qu'on arrive à calculer une estimation du R, qui dans ce cas-là, pour l'hospitalisation et l'hospitalisation réanimatoire, est à 1,3. Et je vous présente maintenant les projections que l'on peut faire. Ici, on est sur la période du 1er septembre au 1er novembre, en partant d'un R de 1,3 tel qu'il avait été estimé à la fin août. Et puis après, on continue, c'est-à-dire qu'on prolonge la courbe. Soit, vous le voyez en noir, je pense, je suis daltonien, donc j'ai un petit peu de mal, mais la courbe du milieu, en tout cas... C'est rouge. C'est rouge. Merci. Donc, le 1,3 que vous voyez se prolonger jusqu'à, et qui était estimé à la fin août, eh bien, il vous donne la trajectoire si rien ne changeait. Et ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas du tout un modèle qui repose sur des hypothèses très compliquées, etc. Pas du tout. On dit on a un nombre de reproductions qu'on a estimé à 1,3 sur la diapositive d'avant, et on le prolonge. On le prolonge, qu'est-ce qui se passe en termes d'hospitalisation et d'admission en réanimation si on continue au même rythme qu'aujourd'hui, si rien ne se passe. Et donc là, il suffit de faire doubler le nombre de cas tous les 18 jours, et vous obtenez la courbe que vous observez ici, avec, pour les lits d'hôpital ici de réanimation, on est au 1er novembre à peu près pas loin de 750 lits, ce qui est énorme pour la région PACA. Donc vous voyez, ça c'est qu'est-ce qui se passe si rien ne se fait. Et puis on a d'autres simulations, en bleu vers le bas et plutôt en jaune-orange vers le haut, où le R évoluerait. Donc vous avez moins 0,1, moins 0,2, etc. Donc ça veut dire, si le R devenait 1,2, 1,1, 1 ou 0,9, vous voyez comment les courbes finalement s'aplatissent, et notamment à 0,9, on l'a dit, l'épidémie s'arrête. En revanche, si votre R augmentait, vous voyez les courbes qui s'envolent. Ce qui est intéressant, c'est quel que soit le scénario, l'augmentation va continuer au moins jusqu'à la première semaine d'octobre. Et dans ce scénario ici, on arrive à peu près à 325 lits occupés parce qu'il y a une véritable inertie entre la période actuelle et le moment où la situation changera, y compris dans le scénario favorable où le R serait déjà à 0,9. Hein, c'est l'hypothèse la plus favorable qui est en bas. S'il reste à 1,3, vous voyez qu'on décolle, et puis je préfère ne pas parler des autres. Alors là, il y a une hypothèse quand même qui est faite, que la proportion de passage en hospitalisation en réanimation est de 22%. C'est ce qu'on a observé au début de la première vague, c'est ce qu'on a commencé à observer sur d'autres régions françaises, je n'ai pas les chiffres pour la région PACA, et comme c'est une hypothèse qui est assez sensible, on fait une autre simulation où là, on a utilisé le chiffre de 14%, qui était le chiffre, la proportion d'hospitalisés qui passent en réanimation en fin de première vague. Et il est vraisemblable, comme vous le disiez, il y a une amélioration sur la prise en charge des patients, y compris en pré-réanimation, qui ferait que le taux de passage en réanimation est vraisemblablement plus faible. Donc on a fait cette deuxième simulation pour que vous voyez, sous une hypothèse plus favorable, mais vraisemblable, et vous avez bien entendu là-dessus, et je pense que c'est une expérience accumulée de la première vague et d'une meilleure prise en charge qui diminue le taux de passage en réanimation. Vous voyez les trajectoires avec cette nouvelle simulation, et vous voyez encore que de toute façon, jusqu'aux premières semaines d'octobre, il va y avoir une situation difficile, même si le R est déjà passé en dessous de 0,9. Alors, c'est même s'il est passé en dessous de 0,9, on n'est pas du tout sûr, hein, et je pense qu'il faut rester extrêmement prudent là-dessus. Et ça veut dire qu'il y a encore 2 à 3 semaines difficiles devant vous, avec une augmentation du nombre d'hospitalisations et de réanimations. Et je préfère ne pas parler des autres scénarios, mais je pense que voilà, on est sur une situation avec une inertie qui est encore forte, et qui fait que malheureusement, vous allez avoir
selon ces modèles, mais qui sont extrêmement simples, hein, tels que je vous ai expliqué. C'est que des projections par rapport à un nombre de reproductions qui a été estimé. Malheureusement, encore une période un petit peu difficile. Peut-être que je peux vous demander de réagir sur ces différents chiffres. Rapidement, puis après on va conclure. Et après, on va conclure, oui. Si vous voulez. Ou je ne sais pas s'il y en a un de vous qui veut... réagir. Non, mais je vais prendre le micro. Sans une formidable collaboration privé-publique, hein, on en serait déjà à une catastrophe. Hein. C'est grâce à l'ensemble des réanimations marseillaises, hein, où chaque réanimation a pris et a dédié 50% de ce lié au Covid, qu'on a réussi à encaisser plus d'une 200 à 300 patients Covid dans la région, hein, depuis juillet. Et donc, il est important de dire que septembre était une activité à Marseille en réanimation qui était un peu moins forte que les autres mois de l'année. Octobre est une activité où les autres pathologies vont remonter en flèche. Et là, on est très très inquiet puisqu'on va avoir deux flux qui vont être compétents, les Covid et les non-Covid. Alors on a déjà créé plus de 35 lits de réanimation sur le 13. Il y a encore des lits de réanimation qui se créent, hein. 2 par exemple ce soir chez nous, 5 dès la semaine prochaine. Donc on crée des lits de réanimation sur les réanimations éphémères pour essayer d'absorber l'ensemble de ces patients Covid tout en absorbant également toutes les autres pathologies, en particulier les pathologies de recours, ou en dehors de plateaux techniques excessivement techniques comme la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, ces patients n'ont pas d'autre possibilité de prise en charge et il faut absolument maintenir ces filières. Merci. Merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous pour ces éclairages. Si je résume très brièvement avant de prendre vos questions, on peut dire que la situation épidémique demeure inquiétante à Marseille, comme dans d'autres territoires d'ailleurs de la France, qu'il y a des raisons d'espérer, à prendre avec beaucoup de réserve, qu'il puisse y avoir une inflexion du nombre de nouvelles contaminations, et que comme il y a un délai entre la contamination et l'aggravation qui nécessite le recours à l'hôpital puis en réanimation, on peut dire que quoi qu'il arrive, le nombre d'hospitalisations, le nombre de réanimations occupées par des malades Covid dans les hôpitaux marseillais va augmenter pendant les 2 prochaines semaines. Quoi qu'il arrive, les décisions que nous sommes en train de prendre visent à ce qu'au-delà de ces 2 semaines, on puisse réduire la pression épidémique, pour réduire la pression sanitaire, pour réduire la pression hospitalière, parce qu'à mesure que la pression augmente à l'hôpital, les soignants sont de plus en plus fatigués, et j'ai vu des soignants formidables, surmotivés, avec une vocation chevillée au corps comme jamais, mais fatigués. Et malgré toute l'ingéniosité et le travail qui est fait au quotidien avec une collaboration publique-privée dans les hôpitaux de Marseille, eh bien, on arrive au stade où on est obligé de demander à d'autres patients de différer des soins qui leur sont précieux. Voilà les raisons pour lesquelles le gouvernement a proposé des mesures de gestion qui sont en cours de concertation entre le préfet et l'ensemble des collectivités. J'irai à la rencontre des élus du territoire juste après cette conférence de presse. Je précise que mon collègue secrétaire d'État aux petites entreprises, Alain Griset, est actuellement en train de rencontrer les responsables des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, puisque le gouvernement l'a dit, il ne laissera pas tomber les restaurateurs, il ne laissera pas tomber l'activité économique de Marseille. Il y aura un accompagnement économique, comme ça a été le cas au cours de la première vague, un accompagnement qui sera même accentué pour les bars et les restaurants par rapport à ce qui avait été fait. C'est ce que le Premier ministre a rappelé hier lors d'une émission de télévision. Et enfin, je tiens à préciser que ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est de la situation marseillaise, mais que je l'ai bien dit il y a quelques jours en conférence de presse, il y a d'autres métropoles françaises, d'autres départements français au sein desquels la pression épidémique continue d'augmenter, dans lesquels la pression sanitaire et hospitalière continue d'augmenter, qui pourraient nous conduire à appliquer le même type de mesures dans d'autres territoires. C'est le cas aujourd'hui à Marseille et en Guadeloupe, ça pourrait être le cas demain dans d'autres grandes métropoles de France. Je vous remercie, on vous remercie, on va prendre quelques questions rapidement, si vous en avez. Je vois beaucoup de mains. Bonjour Thomas Ranch, journaliste pour BFM TV. Ma petite question, on échange avec les restaurateurs depuis plusieurs jours, ils ne comprennent pas cette décision, ils ont l'impression d'être tentés du doigt comme un vecteur de diffusion du virus, alors qu'on sait que dans la sphère privée, vous l'avez vous-même souligné, c'est principalement
principalement là où on a les cas de contamination. Pourquoi on ne s'attaque pas justement à la vie sociale? On dit aux gens de respecter cette vie sociale. En attendant, il n'y a pas vraiment de mesures concrètes qui sont faites dans la sphère privée. Pourquoi pointer du doigt les restaurateurs et les bars? En tout cas, eux, ils sont vraiment comme ça. Et pourquoi ne pas s'attaquer vraiment au vrai problème qui est la sphère privée? D'abord, j'aimerais vraiment qu'à travers les messages qu'on véhicule, je n'oppose pas une inquiétude par rapport à l'autre. Je dis que mon inquiétude comme ministre de la Santé aujourd'hui et l'inquiétude des soignants que vous avez autour de moi consiste à sauver des vies. Elle consiste à sauver des vies. C'est pour ça qu'on est là. Après, effectivement, il faut accompagner les secteurs économiques qui sont en difficulté. Pourquoi les bars et les restaurants? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des études internationales validées, qui peuvent être confirmées par les experts autour de moi, qui montrent que quand on est dans un milieu fermé et qu'on enlève son masque, comme par exemple pour manger ou pour boire, hélas, le risque de contamination est plus important. Personne n'a dit que les restaurateurs étaient responsables de l'épidémie. Il ne s'agit pas de pointer une responsabilité individuelle. Il s'agit de considérer qu'il existe des situations particulièrement à risque, avec des études qui montrent que jusqu'à 4 fois plus de personnes malades ont fréquenté un bar dans la semaine précédente que des personnes non malades. C'est un véritable facteur. Donc on essaye de réduire tous les facteurs essentiels sans arrêter la vie économique, sociale, éducative de notre pays. Poser la question de la sphère familiale. Nous sommes dans le pays des libertés fondamentales. Aller interdire à des personnes de recevoir qui elles veulent chez elles n'est non seulement pas conforme à la Constitution, ni conforme à l'état d'esprit avec lequel nous parlons avec les Français et nous leur demandons d'agir depuis des mois. C'est cet esprit de responsabilité qui nous a permis collectivement, au printemps dernier, de vaincre le virus. Donc c'est cet effort-là que nous demandons sous différentes formes, plus légères, mais effectivement avec un impact pour les personnes qui sont concernées. Et s'agissant de Marseille, vous savez, le premier appel que j'ai passé à Madame Rubirola, maire de Marseille, nous étions le 12 août. Ça date. Pour faire le constat avec elle qu'il y avait une reprise d'épidémie qui touchait les jeunes. Vous vous en souvenez parce qu'il y avait eu des interviews. Et vous vous en souvenez parce que les réactions sur les plateaux, elles étaient de deux ordres. Il y avait ceux qui disaient que le virus avait muté et qu'il n'y avait pas d'impact hospitalier, et ceux qui disaient que c'est pas grave si les jeunes se contaminaient. Et puis il y avait évidemment des experts plus sérieux qui disaient « Attention, il faut être vigilant ». Il n'y a pas de mystère. Les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Ce qu'a très bien expliqué le professeur Fontanet, c'est que le virus a circulé des plus jeunes vers les moins jeunes et que l'impact sanitaire est arrivé. Et aujourd'hui, on est en train, hélas, de devoir prendre des mesures qui sont plus dures. Et lorsque nous avions discuté avec la maire de Marseille, elle était parfaitement au fait, elle est médecin par ailleurs, et parfaitement au fait des risques que faisaient courir certains comportements dans sa ville. J'ai parlé, et elle en a parlé aussi, de soirées sur des toits, rassembler plus de 1000 personnes sans masque, parce que c'était la légèreté de l'été, parce que les gens en avaient marre, parce qu'ils ne pensaient plus à la menace, et parce qu'il y avait certaines personnes qui leur disaient que ce n'était pas grave parce que l'épidémie était terminée. Aujourd'hui, nous sommes obligés, nous ne pouvons pas faire la différence entre l'immense majorité des bars et des restaurants qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour mettre en place des protocoles sanitaires et ceux qui ne l'ont pas fait, puisque de toute façon, vu le niveau de circulation du virus, le simple fait de se trouver dans un site fermé sans masque présente un risque d'accentuation de l'épidémie. Nous allons accompagner les restaurateurs et les bars de Marseille. Personne ne sera laissé sur le bord du chemin. Et nous parlons d'une période qui doit être la plus courte possible pour l'application de ces mesures. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a d'autres régions qui ont des indicateurs particulièrement dégradés. Quel est l'indicateur ou les indicateurs qui ont fait que Marseille a été passé en zone écarlate et à la le maintien dans la durée d'un taux d'incidence supérieur à 200, d'un taux d'incidence chez les personnes âgées supérieur à 100. Il était aux dernières nouvelles de 200, quasiment 200 encore chez les personnes au-delà de 65 ans. Et surtout, l'impact sanitaire, ce dont on vous parle depuis une demi-heure ici. Le taux d'occupation des réanimations, la place que prennent les malades Covid dans les hôpitaux marseillais, qui a largement dépassé le seuil de 30%, qui est un seuil que nous avions fixé. Si d'autres territoires devaient connaître la même évolution sanitaire, eh bien alors le même type de mesures pourrait leur être proposé. Bonjour, Benjamin, la Marseillaise. Je voulais savoir ce que vous répondiez donc aux personnes soignantes qui manifestaient aujourd'hui pour davantage de moyens pour la PHM, en termes de nature de vie ou de recrutement de profils. S'agissant des hôpitaux marseillais, ça date d'avant que j'arrive d'ailleurs.
Il y a un plan de reconstruction, de modernisation de l'ensemble d'une grosse partie du parc hospitalier marseillais pour 360 millions d'euros. Nous sommes à la phase avancée des projets. Il va y avoir la construction d'un bâtiment mère-enfant, parce que le bâtiment est totalement vétuste. Il va y avoir la modernisation, la mise aux normes de l'ensemble des bâtis. Et je crois pouvoir le dire, la moitié de cet argent provient des collectivités qui sont totalement impliquées dans ce grand projet. Par ailleurs, j'ai annoncé au directeur général de l'ARS, et peut-être pas encore au directeur général du CHU qui m'en voudra pas parce que les bonnes nouvelles, il n'est jamais trop tard pour les recevoir, qu'il y aura 15 millions d'euros d'aide en trésorerie déployés supplémentaires par rapport à ce qui a déjà été donné, déployés par l'Agence régionale de santé sur un fonds spécifique pour aider les hôpitaux de Marseille. Et j'ai annoncé tout à l'heure aux équipes de réanimation qui me faisaient visiter le service que je débloquais un crédit de 2 millions d'euros exceptionnel de plus pour pouvoir soutenir la modernisation et le développement des soins critiques et de réanimation. Tout cela s'ajoute aux mesures nationales qui vont évidemment concerner Marseille, 13 milliards de reprise de la dette des hôpitaux, 6 milliards d'euros d'investissement, création de 4 000 lits, embauche de 15 000 personnels. Et je m'en suis entretenu avec des infirmières de réanimation tout à l'heure. Je leur ai rappelé que la revalorisation qui avait été promise par le Ségur est déjà en train d'être appliquée et qu'à la fin du mois de septembre, la première tranche de 90 € net par mois sera versée sur toutes les feuilles de paye. Et au moins, j'ai rendu quelques sourires dans la salle. Bien, c'est plutôt... Si, restez, je crois qu'il y a une question encore. Les modalités d'application de ces mesures, les sites dans lesquels ces mesures seront appliquées, la durée prévisionnelle d'application de ces mesures, tout est mis à la concertation entre le préfet et les collectivités du territoire, de l'ensemble du territoire. Il y aura ensuite une remontée des décisions et des propositions qui sera effectuée par le préfet à l'État qui prendra acte, des arrêtés seront publiés et l'application ce sera ce week-end, ça a été annoncé lorsque j'ai fait la conférence de presse, avec la possibilité éventuellement que ce soit le dimanche plutôt que le samedi, de manière à permettre aux restaurateurs et aux bars d'écouler un certain nombre de stocks. C'est en discussion, ça ne m'appartient pas, ça relève de la discussion entre le préfet et les élus. Un certain nombre de restaurateurs disent qu'ils vont de toute façon ouvrir. Comment allez-vous faire pour... est-ce que vous allez mettre en place des contrôles plus appuyés ou pas ? Vous savez, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, je suis ministre des Solidarités et de la Santé. Je crois que chacun doit comprendre l'importance du moment pour Marseille et pour les autres territoires qui sont concernés. Il ne s'agit pas de pointer une ville, un département, plutôt qu'un autre. Je n'aurais certainement pas choisi Marseille, étant moi-même fils de Marseillais, petit-fils de Marseillais. J'aime tellement cette ville, donc il ne faut certainement pas y voir. J'ai cru voir ça et là traîner des symboles ou des volontés de stigmatiser la ville. C'est totalement hors de propos. Ce que nous disons, c'est que chacun doit comprendre que nous devons freiner absolument la circulation du virus rapidement, parce que sinon, je peux vous garantir ce que j'ai dit il y a un mois aux élus à la préfecture. Je leur ai dit, vous refusez les mesures de gestion, vous refusez les mesures de couvre-feu, c'est compliqué d'avancer, vous ne croyez pas à la menace. Hélas, je pense que dans quelques semaines, ça va augmenter dans les hôpitaux. Je vous le dis, je ne suis pas ni un oracle ni une Cassandre, mais hélas, et vous entendez ce que disent les scientifiques, c'est eux qui guident la politique que nous menons, sur la base des courbes qu'ils vous présentent, qui sont, hélas, la plupart du temps, même jusqu'à présent tout le temps, vérifiées. Donc nous devons agir maintenant pour ne pas prendre des mesures plus dures. Et plus tôt nous agissons, moins longtemps nous aurons besoin d'agir. Bonjour, Dernière question là, oui. Simplement, donc vous venez d'annoncer qu'on vous rend en trésorerie. Qu'est-ce que ça signifie concrètement par rapport à la situation des équipes et par rapport à la pression professionnelle et concrètement, qu'est-ce que veulent dire ces sourires Quand vous annoncez à des équipes de réanimation qui travaillent dans des bâtiments qui méritent d'être modernisés ou avec du matériel qui mérite d'être racheté ou avec du personnel qui mérite d'être renforcé, quand vous annoncez des moyens supplémentaires, forcément ça vous parle. Je suis médecin hospitalier avant d'avoir été ministre et quand on m'annonçait qu'il allait y avoir des crédits supplémentaires, forcément ça parle. Mais vous savez, le plus gros impact, ce sera la reprise de dette d'un tiers de la dette de l'hôpital.
la reprise d'un tiers de la dette de l'hôpital, on va rendre de l'oxygène à nos hôpitaux. Les 6 milliards d'euros d'investissement par le plan France Relance qui a été négocié au niveau européen par le président de la République, ces 6 milliards d'euros d'investissement, ils vont permettre de faire des choses extraordinaires aussi dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD, y compris d'ailleurs sur les systèmes d'information, le numérique, tout ce dont nous avons besoin pour améliorer la qualité des soins. Et moi, je veux que les soignants qui nous sauvent, qui nous protègent, qui prennent soin de nous, ils retrouvent le sens de leur métier, qu'ils retrouvent le sens de leur action quand ils se lèvent tôt le matin pour aller à l'hôpital et qu'ils repartent tard le soir. Je veux aussi que tout ce qu'on appelle la gouvernance, toutes les règles trop rigides, toutes les lenteurs, toutes les inerties que connaît depuis trop d'années notre système hospitalier volent en éclats, comme elles ont volé en éclats sous l'effet de la crise virale au printemps dernier, parce que j'ai vu des soignants qui disaient qu'au-delà de la détresse de leur mission qui consistait à sauver des vies dans l'urgence, ils avaient retrouvé cette espèce de sens, cette espèce de pêche, de peps. Moi, je veux que ça reste dans leurs yeux, dans la durée. Et donc, ce que nous sommes en train de mettre en place, avec le Ségur, avec le budget de la Sécu, avec le plan de France Relance, c'est un ensemble de choses qui simplifient la vie, qui améliorent la vie et qui rend les soignants heureux. Un bon médecin, une bonne infirmière, c'est un médecin, c'est une infirmière heureux d'aller au travail.